Ce monde gelé va rester en place pendant 2 jours et demi à l'échelle du calendrier, jusqu'à ce que, une fois de plus, la Terre ne soit sauvée par les volcans et le mouvement des plaques tectoniques, qui, en surface, ne cessent de redisposer les terres émergées, reconfigurant sans cesse la disposition des continents dans un jeu de puzzle géant. Le 15 décembre, bien que les températures soient redevenues plus clémentes, que la quantité d'oxygène présente dans l'air avoisine désormais les 20%, et que la couche d'ozone, le bouclier naturel qui protège la surface de la Terre des rayons ultraviolets mortels du Soleil, ait achevé sa formation. Sur l'ensemble de la planète, il n'existe aucun vivant évoluant à l'air libre, à la surface des continents. Toutes les formes de vie se cantonnent toujours sous l'eau. 85% de l'histoire de la Terre est déjà derrière nous. Et la très grande majorité des vivants est encore désespérément petit, discret et mou. Mais cela va bientôt changer. Avec le début de l'explosion cambrienne, qui commence le jour suivant en fin d'après-midi, quand l'arbre du vivant prend soudainement des couleurs. En l'espace de quelques heures, tous les modèles corporels encore existants à ce jour apparaissent. Prenez un animal quelconque, qu'il s'agisse d'une huître ou de vous, et il y a de fortes chances que l'origine de son architecture remonte à ce 16 décembre. Dans les océans, éponges et coraux côtoient désormais quantité d'animaux, qui pour survivre ont développé des plaques de protection, des coquilles ou des exosquelettes. Quantité de nouveaux designs sont essayés, pour se déplacer rapidement, pour fuir ou pour chasser, pour se défendre ou se camoufler. Et l'on voit apparaître des organes sensoriels avancés, des yeux et des antennes élaborées. En fait, la variété des créatures peuplant notre planète devient telle qu'il est possible aux biologistes d'écrire des livres entiers sur chacune des heures des prochaines journées du calendrier. Tout ce qui va maintenant vous être raconté laisse donc beaucoup d'autres histoires sur le bas-côté. Dès le lendemain, les 4 paires de pattes articulées des arthropodes, ancêtres des insectes, des arachnides et des crustacés, dominent les océans. Leur nombre autant que leur diversité vont rapidement en faire les maîtres incontestés du règne animal. Ils en sont d'ailleurs toujours les rois discrets. Songez qu'aujourd'hui, 80% des espèces recensées sont des arthropodes. À la mi-journée apparaît un géant dans les mers. Il s'appelle Anomalocaris et ne dépasse guère les 30 cm. Si bien qu'à marcher sur les rivages toujours sans vie de cette époque, vous auriez littéralement été la plus imposante créature de la planète entière. Le 18 décembre au matin, des poissons dotés d'une colonne vertébrale cartilagineuse apparaissent. Certains de ces premiers vertébrés vont dans les heures qui suivent développer une mâchoire articulée qui leur permet de mordre et de broyer. Cela fait maintenant près de 4 mois que la vie est apparue. Et sur la terre ferme, à perte de vue, il n'y a encore aucune mousse, aucune plante, aucune trace de vie à l'air libre. Sur tous les continents, on ne trouve que des déserts, de roches, de sable ou de glace, qui se partagent en surface sur des milliers de kilomètres, la totalité de la planète. Dans ces paysages, seul le bruissement du vent et quelques rares averses occasionnelles viennent rompre un silence minéral. En milieu de matinée le jour suivant, et alors que l'hémisphère nord est recouvert d'un vaste et unique océan, et qu'au sud, un supercontinent ceinture une mer intérieure dont la température moyenne est de 45 degrés. Quelques mousses et algues s'aventurent timidement sur les rivages, et remontent progressivement le long des cours d'eau. Centimètre par centimètre, ces végétaux dépourvus de véritables racines, et qui sont les premières plantes et algues à oser s'aventurer hors de l'eau, commencent à transformer la nature des sols en s'attaquant aux minéraux. Elles prendront 2 journées pour conquérir la surface de l'ensemble des continents. 6 heures plus tard, la formation des grandes calottes de glace au pôle sud va faire baisser d'une centaine de mètres le niveau global de tous les océans de la planète. C'est une forme de déluge à l'envers. La quasi-totalité des récifs coralliens et des écosystèmes associés vont disparaître. À l'échelle du globe, un tiers seulement des espèces survivra. Une crise parmi tant d'autres, la vie s'en remettra en quelques heures du calendrier. En fin de journée, on retrouve dans les mers des orthocères, d'imposants mollusques céphalopodes de près de 10 mètres, ainsi qu'Euryptéride, un scorpion de mer du Silurien, chasseur habile pouvant atteindre les 2 mètres de long et dont les pinces coupantes articulées terrorisent les tropiques. Puis, vers 21h, sur les rivages, de petits crustacés s'aventurent dans la vase. Ils sont les tout premiers animaux à marcher sur la terre ferme.
Le lendemain matin, on retrouve des insectes et de petites plantes jusqu'au cœur des continents. Et l'heure n'est plus du tout à la glace. Toutes les calottes ont fondu et le niveau des mers est remonté de près de 300 mètres. Les premiers amphibiens foulent timidement les rivages de l'océan universel Pantalassa. Capables d'inhaler de l'air à plein poumon, ils sont les premiers vertébrés terrestres. Les minutes s'égrènent et ils s'adaptent. Des os solides se développent dans leurs nageoires. Bientôt, ils auront définitivement quitté la mer pour se mettre à habiter essentiellement dans l'atmosphère. Et voilà que les végétaux terrestres, qui étaient jusqu'ici petits et modestes en taille, commencent à prendre de l'ampleur. On retrouve dans les premières forêts de prêles et de fougères arborescentes des plantes de plusieurs mètres de hauteur. Le 21, en début de journée, certains végétaux mettent au point une petite chose en apparence insignifiante, mais qui va pourtant changer les paysages du monde entier. La graine. Avec la mise au point de ces capsules de survie contenant des réserves de nourriture pour l'embryon végétal, et pouvant rester en dormance pendant des années à attendre les conditions idéales avant de se mettre à germer, les premières plantes à graines vont s'étendre et prospérer dans des environnements au climat rude et hostile, là où les fougères ne peuvent pas survivre. Lorsque la journée touche à sa fin, les végétaux forts de robustes systèmes racinaires ont entièrement colonisé les terres, et par leur effet sur l'érosion, ils modifient et façonnent désormais le climat. Et c'est dans ce monde presque totalement vert en surface que certains insectes se mettent à voler. Ils sont les tout premiers êtres vivants sur Terre à quitter le sol pour conquérir le ciel. Le lendemain matin, il fait pratiquement partout chaud et humide. Une grande partie du monde est désormais recouverte de vastes forêts marécageuses luxuriantes, dont les plantes vont en mourant piéger le carbone présent dans leurs troncs et leurs racines, et ainsi donner naissance, après plusieurs journées de compression à l'échelle du calendrier, à la majorité des gisements de charbon que nous exploitons aujourd'hui. Pendant des heures, les taux d'oxygène dans l'air crèvent le plafond. Insectes et arthropodes profitent de cet air gorgé en énergie et dans lequel les concentrations en oxygène sont 2 fois plus élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui, pour atteindre des tailles prodigieuses. Sur la Terre de cette époque, il n'est pas rare de croiser des libellules d'1 mètre d'envergure, des scorpions de 75 cm, comme des scolopendres de près de 2 mètres, tels Arthropleura, terreur rampante qui vit dans les sous-bois. Régulièrement, il se déchaîne des feux de forêt géants, car dans ce monde hyper-oxygéné, tout brûle plus facilement. Et lorsque la foudre frappe, elle est souvent suivie d'incendies incontrôlables. À la mi-journée, on retrouve dans les forêts de prêles et de fougères géantes du Carbonifère les premiers reptiles, qui, forts de leur peau écailleuse résistante à la déshydratation et dotés d'une respiration plus efficace que celle des amphibiens, sont taillés pour vivre à l'air libre. Grâce à leur œuf amniotique, qui contient tout ce qui est nécessaire à l'embryon pour grandir et le protéger derrière une coquille des conditions extérieures, les reptiles peuvent pondre n'importe où. Et ce faisant, ils colonisent rapidement l'ensemble des continents. En fin de journée, certaines plantes inventent la lignine, un composé remarquable qui renforce leurs parois cellulaires et les dote d'une rigidité leur permettant d'atteindre des tailles impressionnantes. Et l'on commence à voir apparaître des forêts de conifères géants. Le lendemain, toutes les terres émergées de la planète commencent à se regrouper et à donner naissance à un seul et unique supercontinent, la Pangée. Au centre de celle-ci court sur des milliers de kilomètres de long une chaîne de montagnes gigantesques, la chaîne hercynienne, dont les sommets rivalisent en taille avec les plus hautes cimes de l'Himalaya aujourd'hui. La présence de ces reliefs marqués va radicalement modifier le climat. En fin d'après-midi, à l'intérieur des terres, au sud de la chaîne hercynienne, il fait si chaud et sec qu'il n'y a plus que de vastes régions désertiques sur des milliers de kilomètres, tandis que les forêts tempérées et humides ont été repoussées aux extrémités de la planète, à proximité du cercle polaire. Le 24 décembre, en début d'après-midi, commencent des éruptions volcaniques d'une ampleur phénoménale. Dans la région qui deviendra plus tard la Sibérie, des flots de lave percent continuellement la croûte terrestre, au point de recouvrir une étendue d'une taille comparable à l'Europe, de près de 2 km d'épaisseur de lave. Chargé de poussière et de cendres en suspension, le ciel s'assombrit sur l'ensemble de la planète, tandis que le dioxyde de soufre craché par les volcans se dissout dans l'eau de pluie, et que les nuages pleurent des gouttes d'acide sulfurique. Appauvris en oxygène, les milieux marins sont étouffés par les algues, tandis que les taux de CO2 qui crèvent le plafond font monter la température moyenne de la surface du globe jusqu'à 40 degrés. Et la totalité de la Pangée se transforme en un immense continent sec et brûlant.
lorsque la crise biologique la plus violente que la Terre ait connue se termine. 70% des espèces vivant sur les continents et 95% de celles des océans ont été rayées de la carte. Les éruptions colossales auront duré une vingtaine de minutes à l'échelle du calendrier. Mais la vie dans son ensemble va prendre une demi-journée pour reconstruire des écosystèmes complexes et près de 3 jours pour retrouver une biodiversité comparable à celle précédant cette brutale extinction de masse.